Bonsoir. Je vais ajouter 2-3 précisions à ce qui vient d'être dit. D'abord, effectivement, je vais accentuer un peu sur la chance que nous avons de recevoir Benoît Peeters aujourd'hui, parce que c'est au-delà, et vous avez raison, un très grand scénariste de bande dessinée, mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur de la littérature, de la philosophie, qui a travaillé dans le cinéma, dans la photo, enfin voilà, dans des arts un petit peu multiples. On va avoir la chance effectivement qu'il nous en parle tout à l'heure, puisqu'il a préparé beaucoup d'images à vous projeter et à vous présenter. Je vous invite à vraiment regarder, écouter. Si vous avez des questions, essayez de les garder pour la fin, parce que voilà, il y a tout un déroulé avec les images, et on prendra le temps, bien évidemment, de répondre ensuite à toutes les questions. Il y a pas de problème. Merci à tous et à toutes d'être là. Merci beaucoup de votre accueil. Merci d'être présent. Donc, je vais tenter d'évoquer pendant une petite heure un parcours entre les livres, les images, la bande dessinée. Et ce parcours, j'ai voulu le commencer par l'hommage à une grande figure qui a compté pour moi, mais aussi pour tout le monde du livre, qui est Jérôme Lindon, le directeur des éditions du Minuit, celui grâce auquel la loi sur le prix fixe du livre a pu être votée, même si elle s'appelle loi Lang. C'est un militant extraordinaire du livre, mais c'était surtout un très grand éditeur, très courageux. Dès les années 50, l'éditeur de Samuel Beckett, du Nouveau Roman, d'un certain nombre de livres importants au moment de la guerre d'Algérie, d'ouvrages de sciences humaines fondamentaux. Et c'est le premier éditeur que j'ai rencontré. Voilà, j'étais tout jeune homme, j'étais étudiant en classe préparatoire à Paris, très passionné par le nouveau roman. Et à cette époque, il publiait une revue pour les jeunes auteurs, les jeunes écrivains. Cette revue a duré quelques années. Elle accueillait des figures consacrées et des tout jeunes auteurs. Et donc, je me souviens très bien d'avoir vu, quand j'étais vraiment adolescent, le numéro 1 de la revue Minuit, de l'avoir parcouru avec attention. Et je n'imaginais pas que 3 ans plus tard, j'y publierais mon premier texte. Et à cette époque, j'étais vraiment très littéraire. Alors, bon, j'étais étudiant, j'aurais bien fait, enfin, selon mes parents, de me consacrer sérieusement à la préparation du concours de l'école normale supérieure, mais je dirais que la passion de la lecture et de la littérature était plus forte. Et pendant l'année de Cagnes, qui était une année supposée studieuse, j'ai écrit mon premier roman. En partie pendant les cours, en partie chez moi, au lieu de faire des révisions de thèmes latins ou d'autres choses. Et donc, ce premier roman prolongeait le nouveau roman, et notamment l'œuvre de Claude Simon, que j'admirais. C'est une sorte de biographie imaginaire de Claude Simon, avec cette petite chose amusante. Le livre est paru 1976, et j'annonçais que Claude Simon recevait le prix Nobel de littérature, prix Nobel qu'il n'a reçu qu'en 1985. Et comme le roman avait un côté humoristique, je citais même de larges extraits du discours qu'il prononçait à Stockholm en recevant le prix Nobel de littérature. Heureusement, Claude Simon avait eu la gentillesse de ne pas se vexer, de ne pas se formaliser de ce livre qui était un hommage et en même temps un pastiche, et donc de le laisser paraître. Donc voilà, ça c'était mes débuts. Et le deuxième roman que j'ai fait chez un autre éditeur un peu plus tard se situait, lui, plutôt dans un hommage explicite au roman d'énigmes et à Agatha Christie, mais je dirais sous le signe d'un écrivain que j'admirais énormément, que j'admire toujours, qui est Borges, donc l'auteur des fictions, ces nouvelles argentines extraordinaires et labyrinthiques. Et à cette époque, j'ai eu la chance aussi, on ne savait peut-être pas, quelques-uns de mes camarades et moi, à quel point nous avions de
de la chance de pouvoir rencontrer et être accueilli par des gens que nous admirions. Et j'ai eu la chance d'être l'un des derniers étudiants de Roland Barthes au moment où il entrait au Collège de France, et il avait encore un séminaire restreint à l'école pratique des hautes études, donc un petit groupe d'étudiants très hétérogène. Je me souviens qu'il y avait même les frères Bogdanov qui faisaient partie mais tout jeunes et très mignons d'ailleurs. Enfin bon. Et donc, sous la direction de Roland Barthes, dont j'admire toujours l'œuvre si diverse dans ses centres d'intérêt et si belle dans son écriture. Sous la direction de Roland Barthes, j'ai consacré mon diplôme de fin d'études à l'œuvre d'Hergé, ce qui était à l'époque assez singulier, parce que dans l'université française, la bande dessinée n'était pas accueillie. Et en plus, il y avait plusieurs erreurs. Je dirais, la première étant qu'Hergé était un auteur vivant et qu'il n'était pas tout à fait recevable en tant que tel pour un travail universitaire. Et la seconde, c'était que la bande dessinée était assez largement déconsidérée, au mieux considérée comme un phénomène de société, destiné à des semi-débiles, alors que moi, je pensais que l'œuvre d'Hergé, que je lisais évidemment avec passion depuis la petite enfance, méritait d'être regardée de près. Alors, voilà. Bon, je ne vais pas vous parler de toutes mes rencontres, Jérôme Lindon, Rob Grillet et Barthes, mais j'ai, à cette époque-là, été trouver Hergé. Donc, j'étais étudiant à Bruxelles, je suis allé avec un ami, nous sommes allés, après avoir pris rendez-vous quand même, en autostop à Bruxelles pour rencontrer Hergé. Il a été très touché par le fait qu'on soit venu en autostop, et encore plus peut-être par le fait que c'était plutôt des jeunes intellectuels, et donc il devait se dire bon, ça me change un petit peu des journalistes que je vois d'habitude, des jeunes passionnés. Et donc, dans cette revue Minuit, qui publiait Beckett, Deleuze et Guattari, et beaucoup de jeunes écrivains très, très avant-gardistes, est paru le grand entretien que j'avais fait avec Hergé à ce moment-là. Donc, c'était déjà un peu le goût de mélanger des choses, d'amener Hergé dans une revue littéraire, ou peut-être d'amener des préoccupations littéraires dans d'autres travaux. Et donc l'album auquel je m'étais intéressé pour ce diplôme, c'était Les bijoux de la Castafiore, la plus insolite des aventures de Tintin, qui est par certains côtés presque un auto-pastiche. Un album où Hergé joue avec ses propres codes, multiplie les fausses pistes, une aventure en trompe-l'œil que j'avais décidé de lire page après page, et même case après case. Donc vraiment de commenter cette œuvre avec le même sérieux que pour une œuvre littéraire. Alors le commentaire des bijoux de la Castafiore ouvrait sur un certain nombre de chapitres à propos d'autres questions sur Tintin et d'autres œuvres apparentées. Et ce livre a été édité, ce travail a été édité par la suite. Donc par exemple, j'analysais longuement cette image. Je vais vous épargner l'analyse ce soir, mais enfin, rien qu'en voyant cette case de rêve, vous vous rendez bien compte qu'on est loin des idées reçues sur Tintin, d'une œuvre simple et enfantine. Et puis c'est un album aussi qui arrive à faire vivre une bande-son à côté d'une bande-image, avec la présence non seulement de la Castafiore, mais des gammes de son accompagnateur, Igor Wagner. C'est un album où Hergé joue même avec le graphisme, puisque dans cet appareil de télévision révolutionnaire et catastrophique mis au point par le professeur Tournesol, tout se brouille, tout se dédouble, au point que même le dessin si sage et si régulier d'Hergé finit par être contaminé. C'est une case tout à fait étrange, d'autant plus étrange évidemment que tout le monde voix trouble, même nous, mais tout de même, nous pouvons lire les phylactères qui, eux, sont restés parfaitement nets. C'est un petit miracle. Donc voilà, ça c'est la deuxième édition de cet ouvrage autour des bijoux de la Castafiore. Quand j'avais choisi ce sujet d'étude, je m'étais dit, c'est vraiment un des avantages, c'est qu'il n'y a presque pas de bibliographie. Souvent, les étudiants doivent se taper une bibliographie considérable. Presque pas de bibliographie, donc il y a 4 ou 5 livres, et pour le reste, je devrais moi-même
tout forger, quoi. Je devrais inventer au fur et à mesure. Aujourd'hui, les malheureux qui travaillent sur Hergé ont une bibliographie de 600 titres, qui ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais enfin, il y a beaucoup de bonnes choses quand même. Donc, voilà, vous voyez la situation qui a évolué totalement entre la fin des années 70 et maintenant. Malheureusement, pour lui, et accessoirement pour celles et ceux qui l'aimaient, Roland Barthes est mort en mars 1980 suite à un accident et devant le Collège de France, renversé par une camionnette. Et donc, je n'ai jamais pu terminer ce travail avec lui et je me suis orienté un petit peu différemment. J'aurais peut-être poursuivi dans une voie universitaire avec Barthes, mais quelques semaines après sa mort, quand je me suis présenté à l'école pratique des hautes études, on m'a dit « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous ?» Et comme Barthes était irremplaçable, et donc, je pense que tous ces étudiants étaient difficiles à recaser. Donc, le mémoire travail a été remis et on m'a envoyé un courrier pour dire que c'était très bien. Mais voilà, c'était rien de plus. Pas de dialogue, pas d'écho réel. Et à cette époque, je suis revenu à Bruxelles où j'avais passé mon enfance et j'ai voulu commencer je ne sais pas si je peux dire une carrière d'auteur, mais enfin essayer de me débrouiller avec ça, loin de la voie universitaire, aux grandes dames de mes parents. Et ma compagne de l'époque était photographe, Marie-Françoise Plissard, et nous avons eu envie assez vite de développer des livres ensemble, de renouveler d'une certaine façon un genre encore plus méprisé que la bande dessinée, qui était celui du roman photo. Et donc, nous avons réalisé plusieurs récits photographiques, mais pas du tout dans une optique parodique. Il y avait des romans photos sentimentaux dans les revues, et puis des romans photos parodiques, par exemple dans Fluide glacial. Et nous, on voulait faire quelque chose qui soit vraiment une narration utilisant la photo. Et ce qui était amusant, évidemment, c'est que nous n'avions pratiquement pas de référence, donc on a chercher, tâtonner, y compris techniquement. On était évidemment dans une époque où tout était plus difficile. Les photos, il fallait développer les négatifs, les tirer, ajuster au bon format, placer les textes. On était loin évidemment des facilités qu'on aurait aujourd'hui avec les outils numériques. Et on a eu la chance pour plusieurs de ces ouvrages d'être accueillis aux éditions de Minuit, à nouveau. Et donc Jérôme Lindon a cru à cette forme, et a cru d'ailleurs que d'autres auteurs et autrices allaient se présenter, qui pourraient faire une collection, etc., un nouveau roman photo, comme il y avait eu un nouveau roman. Mais en réalité, il y a eu peu de projets. C'était la dynamique que nous avions ensemble, l'énergie juvénile. On faisait tout, on faisait évidemment la production, mais sans argent, le scénario, la réalisation, le montage. Il fallait convaincre des acteurs ou des modèles de jouer pour nous en disant qu'ils ne seraient pas déshonorés par le fait d'avoir été dans un roman photo. Et donc le livre qui a eu le plus d'impact s'appelle Droit de regard, et c'est un récit entièrement muet, mais vraiment narratif, une sorte de labyrinthe dont je vous montre là quelques exemples. Le livre a aussi un caractère assez érotique qui n'apparaît pas dans les images que j'ai choisies par hasard. Et donc, nous avions eu la chance pour ce livre muet, dont Jérôme Lindon nous disait « Oui, c'est très très beau, mais comme c'est muet, les gens vont croire qu'il n'y a rien à lire, ils vont le feuilleter, ils ne l'achèteront pas. » Il y avait toujours des arguments comme ça, un petit peu refroidissants. Et alors, il disait « Il faudrait une préface d'un grand nom. » Alors, j'avais dit imprudemment « Ah oui, je ne verrai que Jacques Derrida. » Et puis il a dit, très bien, revenez avec une préface de Derrida et je publie le livre. Et ça s'est fait. Voilà. Et c'était plus qu'une préface. C'était un texte extrêmement long et beau qui a valu à ce livre d'être traduit dans plusieurs pays. Et beaucoup plus tard, je suis revenu à Derrida d'une autre manière. Voilà, ça c'est un extrait, une double page d'un autre récit photographique de l'époque.
Et encore d'autres exemples, voilà, de ce travail qui nous a donné à Marie-Françoise Plouissard et à moi énormément de plaisir, mais qui n'a pas du tout eu le même impact que le travail que j'ai pu développer en bande dessinée. Ben voilà, c'est les hasards de la vie, ou en tout cas de la mienne, font que j'ai développé des choses qui ont eu un impact public fort et d'autres moins forts, mais que je peux aimer tout autant et que parfois même des gens peuvent préférer. Alors j'avais un ami de jeunesse, même de grande jeunesse, François Skeuten. En effet, nous étions dans la même classe à l'âge de 12 ans, donc c'est lui à gauche et moi à droite. Vous voyez qu'au moins avec les années, je n'ai plus de lunettes. Enfin, j'en ai encore dans la poche quand même pour lire. Et on faisait un petit journal ensemble. À l'âge de 12 ou 13 ans, on pratiquait la peinture sous la direction de son père, l'architecte. Et cette amitié s'est développée, a continué à travers les années, même si on s'est un peu perdu de vue à l'adolescence. Et quand je suis revenu à Bruxelles, à la fin des années 70, j'ai renoué avec lui, qui avait publié des histoires courtes dans Métal Hurlant. Et qui m'a dit, bon, mais Hergé, c'est bien, mais tu sais, il faudrait que tu te remettes un petit peu à niveau, il faut lire Möbius, il faut lire Bilal, etc. Bon, Floch, enfin bon. Donc, effectivement, j'avais un tout petit peu décroché de la bande dessinée, même si je l'avais suivi quand même, et donc je me suis mis à lire, et assez naturellement, assez rapidement, on a eu envie de faire un album ensemble. On n'avait pas de grands projets, mais il y avait une revue que j'aimais beaucoup, depuis le numéro 1, que j'avais lu avec attention, c'était À Suivre. Et donc, c'est à Suivre, la revue lancée par Casterman en 78, que 4 ans plus tard, nous avons proposé notre premier projet, Les Murailles de Samaris. À l'époque, les histoires paraissaient d'abord en feuilleton dans le journal. L'album arrivait 1 an après la fin de la publication. Et puis, nous avions la chance, dans À Suivre, d'être avec de grands auteurs comme Hugo Pratt, comme Tardy, comme Comès, Jean-Marc Rochette, enfin bon, toute une petite bande avec une émulation forte. Et à l'époque, le journal avait un impact très fort. L'album venait en plus, mais la publication dans le journal, non seulement nous permettait de vivre, puisque nous étions payés pour chacune des pages que nous remettions, et ce qui n'est évidemment plus le cas des jeunes auteurs et autrices de bande dessinée aujourd'hui, mais ensuite il y avait l'album qui vivait sa vie, et donc ça c'est la première page du premier album des Cités Obscures, donc Les Murailles de Samaris. Alors on ne savait pas que ça s'appellerait Les Cités Obscures, c'était la première page que nous faisions ensemble. Et donc, vous voyez, il y avait quelque chose d'un petit peu étrange, puisqu'il n'y a pas de personnage qui apparaît sur cette page. Il y a une voix narrative. Ils sont venus me trouver un matin. Et puis, on plonge dans une ville étrange, une ville au style un peu monolithique, de fer et de verre, un peu inspiré de l'Art Nouveau, très présent à Bruxelles. Et ce n'est qu'après 3 pages qu'on va découvrir le personnage, le narrateur, celui qu'on accompagnera. Et évidemment, dans cette histoire, la ville et l'architecture tiennent une place très importante. On remarque d'ailleurs que l'échelle des personnages est souvent assez petite par rapport à celle du décor. Voilà, alors on a fait cet album qui était encore de format assez classique, et quand on l'a terminé, il a eu un bon accueil. Et nous-mêmes, on était heureux de la collaboration. Et donc, on a tout de suite enchaîné sur une autre histoire. Mais cette autre histoire, on sentait qu'elle avait besoin de plus d'ampleur. Et à ce moment-là, on nous a dit, si vous faites une histoire longue, il faut la faire en noir et blanc. Parce qu'à l'époque, il y avait les albums classiques en couleur, format 48 pages, ou les albums longs, comme ici même, de Tardy et Forest, ou Silence de Comès, qui, eux, étaient en noir et blanc et souple. Alors, on a eu beaucoup de chance, puisque ce second album a eu le prix du meilleur album à Angoulême en janvier 1985. L'autre album était sorti en 83, et donc il a été très remarqué. Et petit clin d'œil à ce lieu, je me souviens que dans le jury
qui nous a donné le prix, il y avait un journaliste et écrivain appelé Pierre Veilletet, avec qui nous avons eu une grande conversation le soir du prix. Nous avons eu une autre chance, c'est que cette année-là, 1985, est celle où François Mitterrand est venu à Angoulême, traînant derrière lui un très grand nombre de journalistes. Et donc, comme nous avions été présentés au président et que nous avions même tenté de lui raconter l'histoire, notre prix a eu un impact multiplié. Donc, voilà. Je me souviens que j'avais commencé à raconter l'histoire. Bon, mais vous savez, quand vous avez un personnage comme Mitterrand, on veut toujours le tirer vers le stand suivant, quoi. Donc, commence à raconter. Et puis, François Skeuten, qui se dit, il va partir avant la fin, dit... vous saisissez sans doute, Monsieur le Président, les implications politiques de cette histoire. Alors, Mitterrand, et puis dit, oui, c'est une idée forte. Alors les journalistes, qu'est-ce que vous a dit le président? Il a dit, c'est une idée forte. C'était formidable. Et effectivement, d'ailleurs, il y a quelques implications politiques dans l'histoire de la fièvre d'Urbicante, une ville bouleversée par l'irruption d'un culte qui grandit, qui devient un réseau, qui bouleverse les habitudes de tout le monde. Voilà, une ville froide, sévère, inspirée des futuristes, une ville coupée en deux par un fleuve à peu près infranchissable. On pensait à l'époque à Berlin, coupé en deux. Enfin bref, l'architecture avait une grande place. L'architecture avait une grande place dans l'histoire familiale de François Skeuten. Et certaines personnes, par la suite, ont cru qu'on allait faire l'histoire de l'architecture en bande dessinée, mais c'était pas du tout notre projet. Mais c'est vrai que la ville, et puis ce mot même de cités obscures qu'on a choisi pour unifier des albums très différents, donnait l'impression que l'architecture et l'urbanisme étaient au cœur de notre travail. Donc voilà, il y a une structure cubique qui est apportée au tout début de l'histoire et qui va se développer dans des proportions incroyables. Alors chaque album, pour nous, devait représenter un enjeu différent, un pari nouveau, y compris techniquement. Donc les Murailles de Samaris étaient en couleur, la fièvre d'Urbican de noir et blanc, et la tour se présente comme un album en noir et blanc, mais dans une autre époque. On peut dire que les deux premiers albums sont autour d'une sorte de rétro-futurisme un peu 1900, disons, avec des références à Jules Verne et d'autres, alors que la tour se situerait plutôt entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Une tour gigantesque, une sorte de version personnelle de la tour de Babel, et un personnage, Giovanni, un mainteneur, qui est en charge d'un secteur plus grand qu'une cathédrale, qui ne parvient plus à l'entretenir, qui n'a plus de nouvelles de personne, il est là seul depuis longtemps, et il comprend qu'il ne suffit pas à la tâche, qu'il ne pourra pas maintenir son secteur en état, et donc décide, après s'être livré à un certain nombre d'activités dangereuses et quelque peu vertigineuses, décide de partir chercher les responsables. Et donc ça va être son voyage, sa traversée de la tour, ses rencontres que l'on raconte. Et alors au cœur de cet album arrive un événement qui était beaucoup plus frappant quand on lisait la revue à suivre, puisque dans la revue à suivre, on disait il y a les récits couleurs et les récits noirs et blancs. Et à la fin du, je crois, 3e chapitre de la tour, au bas d'une page de droite, presque comme une erreur, comme un accident, on voit apparaître de la couleur, et donc ça se développe dans quelques pages avec des tableaux qui représentent la tour, mais dont les personnages ont du mal à parler, parce que ces tableaux sont comme une 4e ou une 5e dimension. Et cette idée qui nous est venue en élaborant l'histoire, on n'avait pas dès le début pris un impact assez grand, et nous a conduit à modifier d'ailleurs la fin de l'histoire. Et c'était vraiment une idée, si j'ose dire, bande dessinée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'aurait pas eu de sens dans un roman, par exemple, qui pouvait vraiment se matérialiser sur les pages. C'était techniquement difficile à résoudre à l'époque. On avait la reproduction dans le journal n'était pas toujours parfaite. Et à l'époque, on disait souvent aussi à François que ces hachures étaient trop fines et que c'était un défi pour les imprimeurs. Mais aujourd'hui, les techniques ont changé. Et en repartant des originaux, on arrive à un très beau résultat. Alors, je ne vais pas vous évoquer tous les albums, bien sûr, mais chaque album a représenté un pari différent
parfois thématiquement, parfois formellement. Et par exemple, L'Archiviste, qui est un livre texte-image, repose sur une autre organisation. Donc il y avait quelques grands dessins qui existaient, à partir desquels j'ai commencé à écrire, puis François a créé les images des pages de gauche en écho au texte, etc. Voilà, ça se composait de manière différente. Et ce monde des cités obscures se complétait peu à peu. Alors on avait l'envie d'établir une chronologie, une carte, de situer les différentes villes sur cette carte qui s'est développée au fil du temps. Dans notre plus récent album, Le Retour du Capitaine Nemo, on retrouve la carte, mais elle s'est pas mal complétée. L'architecture avait été importante, mais elle n'était pas le cœur et le sujet unique de nos préoccupations. Et donc, par exemple, dans un album comme L'Enfant penché, un personnage humain, une adolescente, est vraiment le cœur du récit. Alors, je vous situe juste le tout début. Mary arrive avec son frère et ses parents dans la ville d'Alaxis, qui est une ville comme un parc d'attractions gigantesque. Elle se réjouit, elle attend ce voyage depuis très très longtemps. Mais au sortir d'une attraction, une sorte de montagne russe qui traverse l'intérieur, l'extérieur, etc., il y a une sorte de panne qui se produit, de moments de noir, et quand elle ressort de l'attraction, elle est penchée. Elle est incompréhensiblement penchée, à peu près à 30 degrés, et donc ses parents sont consternés parce qu'ils deviennent l'attraction du parc d'attractions, un attroupement, et tout le monde pense qu'elle simule. Or, dès qu'on essaye de la remettre droite, elle tombe. Donc vous voyez ici, dans une demi-page comme celle-là, que le décor est ici à peu près éliminé, remplacé par quelques silhouettes de personnages à l'arrière-plan. Et donc, voilà, ça c'était un enjeu graphique différent, être concentré sur l'histoire d'un personnage, en plus d'un personnage féminin dont nous allons suivre les tribulation, parce que la malheureuse est placée par ses parents sur les conseils du médecin familial, elle est placée dans une maison de redressement, où on espère que le problème va trouver une solution, mais grâce à sa difficulté, qui est de temps en temps un handicap et parfois un avantage, elle peut faire le mur du pensionnat et se sauver. Alors dans cette histoire, Marie-Françoise Plissard, qui avait fait les romans photos avec moi, qui était devenue aussi amie de François, est la responsable de certaines séquences, un autre personnage qui, lui, vit dans notre monde et est traité d'abord sous forme photographique, puis graphique, et qui va rencontrer la jeune fille, parce que l'histoire se déroule sur pas mal d'années, et quand il la quittera, quand il quittera ce monde du dessin, il emportera sur la main les stigmates, puisqu'au dernier instant, il lui a saisi la main. Voilà, aussi un jeu assez spécifique qui est venu en travaillant cette rencontre entre la photo, le dessin, le roman photo, la bande dessinée. Voilà, d'autres histoires. Chaque histoire a un peu sa particularité, et par exemple dans la théorie du grain de sable qui se passe dans la ville de Bruxelles, qui n'est pas sans point commun avec Bruxelles, il y a un phénomène fantastique qui se passe et que peut-être vous arrivez à voir sur l'écran. Tout l'album est couleur, on pourrait dire sable, hein, une couleur un petit peu d'un ocre pâle, sauf les phénomènes fantastiques qui sont eux en blanc. Et donc ça, c'est une sorte de bichromie que nous avons traité tout au long de l'histoire. Tous les phénomènes étranges, notamment l'apparition d'un certain nombre de pierres, toutes de même poids, apparition inexplicable, c'est en blanc. Voilà, de même que d'autres phénomènes fantastiques. Nos personnages réagissent souvent avec une certaine placidité à des événements assez bizarres. Et par exemple, là, le héros se contente de noter la date et l'heure de l'apparition des pierres. Il consigne ça très très précisément, mais il ne se rend pas compte que ces meubles, puis le plancher, ne vont pas résister longtemps. Ce sont des personnages assez posés par rapport à une situation fantastique.
Un autre perd le contact avec le sol, malgré son poids, la gravité l'abandonne. Alors il y a des livres qui ne sont même pas vraiment des livres au sens classique. Ici c'était un livre disque. On a fait aussi un documentaire fiction reliant la ville de Bruxelles et la ville imaginaire de Brussels. C'est un film qui est passé notamment sur Arte, assez voilà, un petit peu étrange, qui a troublé certains. Les cités obscures ont fini par être rassemblées en un ensemble de volumes avec toutes sortes de pièces annexes. Nous avons continué parfois les aventures hors du monde des cités obscures. Revoir Paris est un livre d'anticipation qui se passe en 2156. Voilà, et donc tout cela, toujours avec cette énergie et ce talent de François Skeuten, qui fait tout lui-même, dessin noir et blanc, la couleur, le tracé des bulles, avec cette patience qui ne l'a jamais quitté et qui en fait non seulement un ami, mais un complice particulièrement stimulant. Et donc, tout récemment, alors que certains pensaient, puisqu'il y avait une intégrale des cités obscures, certains pensaient que la série était terminée, mais nous avons fait ensemble un nouvel album, Le Retour du Capitaine Nemo. Notre admiration pour Jules Verne est très ancienne, notamment pour les éditions Hetzel, avec leurs magnifiques illustrations. Et donc, ce livre se présente sous une forme qui n'est pas celle d'une bande dessinée, mais d'un récit illustré avec des dessins style gravure sur les pages de droite et puis sur les pages de gauche, l'apparition, la réapparition revenue d'un long coma du capitaine Nemo qui prend la parole. Il est l'hôte d'un vaisseau étrange, le Nautipoulpe, mi-Nautilus, mi-poulpe. Et il approche d'une ville qui, dans les cités obscures, s'appelle Saint-Marobrive, ce qui est l'ancien nom de la ville d'Amiens, la ville où Jules Verne a vécu, et où une sculpture représentant le Nautipoulpe s'installera en 2025. Donc des interconnexions, de même que François Skeuten a travaillé à la station de métro Arts et Métiers à Paris, qui est comme un écho de plusieurs albums des cités obscures. Alors, il m'est arrivé de travailler avec d'autres auteurs, dans d'autres styles, d'autres climats. Ici, c'est Frédéric Boilet, avec qui j'ai réalisé notamment 2 albums autour du Japon. Il avait entrepris un premier voyage au Japon parce qu'il était extrêmement attiré, mais après, il a rencontré puis épousé une japonaise et donc s'est installé longuement, a appris le japonais. Et moi, je travaillais un petit peu à distance avec lui à partir du matériau largement autobiographique et assez documentaire. Et donc, le style du travail de Frédéric Boilet est très différent. Alors, par exemple, là, c'était amusant aussi, c'est une bande dessinée sous-titré. Quand le personnage parle japonais, on est sous-titré. Évidemment, il parle aussi avec des personnages francophones, donc cette convention n'est pas trop pesante. Mais l'apprentissage de la langue japonaise et la peinture presque vraiment anthropologique d'un Japon contemporain étaient des éléments très importants. Donc avec François, on est dans un univers très marqué par l'imaginaire, et avec Frédéric, au contraire, j'avais le plaisir d'un travail de terrain que nous avons développé aussi dans un autre album qui se passe lui à Dijon et qui s'appelle Demi-tour. Donc voilà, j'adapte évidemment tout à fait ma façon de travailler, ma façon d'écrire, ma façon de collaborer à la personne avec qui je suis, à son tempérament de dessinateur, à ses envies, au degré de précision que chacun souhaite. Et c'est le cas dans un autre album développé assez récemment avec la dessinatrice Aurélia Orita,
qui est le seul album à caractère, je dirais, autobiographique que j'ai fait. Bon, bien sûr, dans chaque livre qu'on fait, on laisse des miettes plus ou moins visibles d'autobiographie, mais Aurélia, Aurita et moi-même partageons un grand intérêt, un grand amour pour la cuisine, et j'avais eu des expériences culinaires juvéniles, des histoires devenues drôles avec le recul du temps, et donc Aurélia a été d'accord de mettre en image mon histoire, mais comme elle était habituée à raconter ses propres histoires, notamment dans un livre que vous connaissez peut-être qui est paru en 2006 et 2007 qui s'appelle Fraises et chocolat, qui est une autobiographie érotico-humoristique. Elle me dit, moi je ne veux pas que tu me fasses un découpage absolument classique avec toutes les indications de pages, de cases, toute la description. Écris ce récit presque comme une nouvelle ou un roman, et je ferai des propositions graphiques et on reviendra dessus, etc. Donc, cette histoire s'est développée aussi suivant une toute autre méthode. À la fois, j'écrivais donc le récit, et puis je lui fournissais des photos, des éléments documentaires sur mes expériences. Alors là, bon, expérience relativement peu heureuse du Resto U, certifié authentique, Resto U Babillon à l'époque, expérience plus amusante avec un ami quand nous faisons des petits soufflets à l'orange. Alors j'avais découvert à travers cet ami qui avait eu la chance dans sa jeunesse, dans son adolescence, de fréquenter des grands restaurants. Je m'étais pris de passion pour les grands restaurants qui étaient inaccessibles pour moi, enfin pour une certaine idée de la cuisine et surtout de la nouvelle cuisine. Après tout, j'aimais le nouveau roman, donc je me suis dit que la nouvelle cuisine, ça devait être quelque chose du même genre, enfin que ça bougeait, que ça se transformait, que ça s'allégeait, que ça remettait en cause les règles, et donc, à travers surtout les livres de Michel Guérard, que j'ai étudié soigneusement, j'ai appris en autodidacte la cuisine. Et j'ai été un peu plus tard ébloui par un premier repas dans le premier grand restaurant auquel j'avais eu accès, qui était celui des Frères Trois Gros à Roanne. Et donc Aurélia représente sur un mode métaphorique cette illumination culinaire qu'elle rapproche de la conversion de Paul Claudel à Notre-Dame. Bon, c'est un peu insolent, mais alors du coup, elle tire cette métaphore et les fromages, les desserts passent dans les vitraux. Enfin bon, c'est une très jolie scène. Et donc voilà une collaboration d'un ordre tout à fait différent de celle que j'ai pu développer avec d'autres auteurs et autrices, un ton de comédie et la façon de chercher une nouvelle façon de peut-être d'écrire et de travailler la bande dessinée en fonction de chacun. Je n'ai pas travaillé avec énormément d'auteurs, somme toute, parce que je n'ai presque travaillé qu'avec des gens qui sont des amis. Ils l'étaient généralement déjà avant de commencer, ils l'étaient encore plus après avoir élaboré quelque chose ensemble, de développer un projet, évidemment, l'occasion de se fréquenter et de mieux se connaître. Voilà, alors j'ai aussi, au fil des ans, été amené à réfléchir sur la bande dessinée, parce que je trouvais que le discours sur la bande dessinée était un peu pauvre. Parfois, il était tenu de manière très universitaire, avec des références linguistiques très fortes, et je trouvais qu'on passait un peu à côté de la spécificité du domaine. Donc, à côté d'Hergé, sur qui j'avais déjà écrit, j'ai écrit ce livre « Case, planche, récit », un peu sur les mécanismes du langage de la bande dessinée, et il a été réédité, donc c'est le même livre réédité sous le titre « Lire la bande dessinée ». Et j'ai étendu mes curiosités, mes centres d'intérêt à d'autres types de bandes dessinées anciennes, comme les travaux de Rodolphe Töpfer au début du 19e siècle, de Winsor Backey, le grand auteur américain de Little Nemo, mais aussi vers les contemporains et par exemple vers celui que je considère comme le plus grand auteur d'aujourd'hui, qui est Chris Ware, que j'ai rencontré dès ses débuts et sur qui j'ai écrit un livre avec un ami québécois, Jacques Sanson. Voilà une image du livre Jimmy Corrigan, qui a fait connaître Chris Ware. Donc c'est un auteur très expérimental. Building Stories, qui est une œuvre
remarquable, une boîte contenant 14 objets et qu'on peut lire dans n'importe quel sens, sont de formats différents, et qui nous raconte l'histoire des habitants d'un immeuble. J'ai eu la chance de voyager aussi et de rencontrer des auteurs dans d'autres pays, et notamment Jiro Taniguchi, qui était un auteur à demi obscur au Japon, un auteur parmi d'autres, et qui en France, à partir de la traduction de L'homme qui marche, et puis de Quartier lointain et du Sommet des dieux, est devenu un auteur très très important en Europe, presque plus connu d'ailleurs dans le monde francophone que dans le monde japonais, et Jiro Taniguchi est devenu un ami. Alors c'est assez étrange parce que nous avons fait un livre d'entretien ensemble, il a malheureusement disparu il y a quelques années. On a fait un livre d'entretien ensemble alors qu'il ne parlait ni l'anglais ni le français, et moi pas du tout le japonais. Donc c'était assez formidable de faire une semaine d'entretien au long cours sans partager la langue. On avait mis au point un dispositif avec une amie qui était traductrice de Taniguchi et qui traduisait partiellement mes questions et partiellement ses réponses pour que ça ne soit pas trop laborieux. Donc on dialoguait, et puis après il y a eu une transcription complète et qui a été revue et réécrite. Et alors si vous lisez ce livre, Jiro Taniguchi, L'homme qui dessine, vous avez vraiment l'impression d'avoir deux collègues qui discutent de façon très spontanée, et évidemment moi je me souviens de tout le dispositif qu'il y avait. Vous avez le livre Hitchcock-Truffaut chez Ramsay, où il y a un documentaire qui a été fait où Hitchcock ne parle pas français, Truffaut ne parle pas anglais, c'est une autre personne qui est là, qui traduit. Hélène Scott, ouais. Mais en même temps, je pense qu'il se comprenait un petit peu. Oui, tout à fait. Hitchcock avait quand même tourné plusieurs fois en France, il connaissait un petit peu, et Truffaut aussi parlait avec l'accent de Maurice Chevalier, mais je pense se comprenait assez bien. Donc c'était quand même un dialogue. Ils s'étaient déjà rencontrés avant, alors que nous, c'était vraiment une amitié, mais toujours une amitié avec des médiations, quoi. Et sinon la conversation était limitée. Mais c'était aussi un dialogue entre le monde de la bande dessinée européenne et le monde de la bande dessinée japonaise, et donc le parcours tout à fait différent d'un auteur comme Taniguchi, d'abord assistant pendant de longues années, puis travaillant à la commande, enfin, etc. C'est un livre dont je suis assez heureux. Voilà, donc ça c'est une page de l'histoire Quartier lointain. Frédéric Boilet était un ami commun, et c'est Frédéric Boilet qui a traduit, adapté Quartier lointain, qui est paru en France et qui a connu un très très grand succès, qui a eu un prix à Angoulême, etc. Donc oui, je suis resté attaché à Hergé aussi. J'avais écrit sur Hergé de son vivant, un livre qui s'appelle Le Monde d'Hergé, qui était un petit peu officiel, et puis au fil des années, je m'étais dit, mais il manque quelque chose, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient été proches d'Hergé, ses deux épouses, beaucoup d'amis, etc. Et j'ai consulté énormément de documents, d'archives, de lettres. Et à un moment, je lui ai consacré une biographie, donc Hergé, fils de Tintin. Il y a d'autres biographies d'Hergé qui existent. J'ai essayé de mon côté vraiment de privilégier le créateur, voilà, le Hergé dans sa création, et aussi le Hergé dans ses difficultés intimes, car c'était un personnage assez sombre et tourmenté. Et l'exercice de la biographie à côté de la pratique de la fiction est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et donc un jour, je me suis lancé, alors avec une grande imprudence, dans le plus gros projet que j'ai fait, qui est la biographie de Jacques Derrida. Donc je vous ai dit au début que je l'avais un petit peu connu, j'avais suivi certains de ses cours. Il avait très généreusement postfacé l'album Droit de regard que j'avais réalisé avec Marie-Françoise Plissard. Et 3 ans après sa mort, donc il est mort en 2004, assez prématurément, en 2007, j'ai eu le projet de faire sa biographie, et donc sa femme m'a autorisé avec une immense générosité à accéder à tout le fonds d'archives qu'il avait déposé en grande partie à l'IMEC en Normandie, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui rassemble des fonds d'éditeurs et d'auteurs. Et donc je me suis plongé dans ce travail. J'ai rencontré une bonne centaine de témoins de toutes sortes, hein, depuis son frère et sa sœur qui lui avaient survécu, jusqu'à des
des étudiants, des collègues, des ennemis, des amis de jeunesse. Bon, c'était des philosophes qui me mettaient un peu à l'épreuve parce que j'avais été étudiant en philosophie, mais de manière un peu légère. Et là, j'affrontais un monument. Et donc, j'ai tenu parallèlement la chronique de cette biographie, donc sous le titre peut-être un peu impertinent, 3 ans avec Derrida, Les carnets d'un biographe. C'est le journal de travail, comme on pourrait dans un laboratoire tenir un journal, où on peut tenir des carnets dans un voyage en racontant les moments d'espoir, les moments de crainte, les rencontres réussies, les rencontres moins réussies, un certain suspense même, puisque quelqu'un d'autre, 1 an après moi, s'est mis à faire une biographie de Derrida en essayant de me prendre de vitesse, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Mais enfin, voilà, bon, c'est donc l'écriture biographique est vraiment à côté de la fiction une chose qui m'a passionné, et le travail de recherche, le travail de réflexion a continué à me passionner à côté du travail de fiction. Alors que souvent, dans le monde francophone notamment, on sépare vraiment les deux choses. Il y a des gens qui écrivent de la bande dessinée ou qui dessinent de la bande dessinée, puis il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui écrivent des romans et d'autres qui écrivent des essais. Mais moi, je n'avais pas vraiment envie de prendre une option contre l'autre. Alors, un autre personnage qui me fascinait depuis très longtemps, depuis l'adolescence, peut-être vous reconnaissez ce beau visage, c'est Paul Valéry. Et je trouvais que l'image publique de Paul Valéry ne correspondait pas à ce que le personnage avait de profondément vivant et passionné, à mon avis très contemporain. Et donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Valéry, tenter de vivre », qui est réédité en chance sous le titre « Paul Valéry, une vie », un titre un peu plus plat, mais peut-être plus explicite, qui est une biographie matinée en même temps d'un essai. Et puis, alors, je me suis aventuré sur un terrain encore plus dangereux que celui de la philosophie. Déjà, c'était un petit peu risqué. En consacrant un livre à Sándor Ferenczi, grand psychanalyste hongrois, ami de Freud, et qui a rompu avec Freud au début des années 1930 sur la question des abus sexuels subis par les enfants. Et Ferenczi croyait à la réalité des abus. Et Freud et la plupart des proches de Freud pensaient que c'était des représentations fantasmatiques, des récits inventés. La psychanalyse s'était construite en partie là-dessus. Évidemment, Ferenczi retrouve aujourd'hui une actualité et puis en même temps c'est une très belle personnalité. Longtemps le disciple assez soumis, un peu écrasé par le maître, et puis s'émancipant et développant sa propre vie. Alors, tout le monde me disait autour de moi, même chez mon éditeur, tu vas te faire assassiner par les psychanalystes, parce que les philosophes, ça passe encore, mais les psychanalystes, déjà, ils sont divisés entre eux, il y a plusieurs écoles, mais alors en plus, quelqu'un qui n'est pas psychanalyste, qui écrit... bon, mais ça s'est bien passé, j'ai même été invité par plusieurs écoles différentes qui ne se parlent pas, mais qui acceptaient quand même d'écouter quelque chose sur Ferenczi. Et puis Ferenczi, qui est hongrois, avait été un peu oublié en Hongrie, et la première traduction de mon livre qu'il y a eu est une traduction en hongrois, donc c'était aussi très gratifiant de venir raconter au public hongrois une de leurs grandes figures. Évidemment, c'est tout à fait différent d'écrire sur Ferenczi que d'écrire sur Valéry ou Hergé, puisque avec Valéry, Hergé, Derrida, j'avais à faire une matière en langue française. Et par exemple, déchiffrer des manuscrits, c'est très facile. Alors qu'avec Ferenczi, non seulement beaucoup d'archives ont été détruites, mais évidemment, je n'aurais pas la capacité de déchiffrer des notes. Donc c'est plus un essai qu'une biographie ample. Et puis la plus récente biographie m'a ramené à mes amours de jeunesse, puisque à l'occasion du centenaire d'Alain Robbe-Grillet en 2022, j'ai écrit ce livre. Alors on voit là sur la couverture Jérôme Lindon, qu'on avait vu tout à l'heure, et Alain Robbe-Grillet dans une version moustachue. Après, il a été barbu, puis sa barbe a blanchi. Mais là, voilà, c'est le moment où ensemble, comme des conspirateurs, ils ont imposé des grands écrivains comme Beckett, comme Duras, comme Sarraute, comme Claude Simon, Pinget, etc. Et où l'aventure du nouveau roman, c'est aussi évidemment celle de Robbe-Grillet, de ses premiers livres qui m'avaient beaucoup fasciné. Donc voilà, des choses très différentes, et en même temps, parfois, quand je me
penche comme ça quand je rassemble des images pour vous les présenter. Je me dis que somme toute, beaucoup de choses sont liées aux premières impressions fortes que j'ai eues. Hergé, lu enfant, Valéry admiré dans l'adolescence en même temps que d'autres écrivains, Robbe-Grillet, Barthes et Lindon comme jeune homme. Et donc, parfois, des gens me disaient « Mais ça vous ennuie pas d'avoir un homonyme ?» qui écrit, alors parfois c'était ça vous ennuie pas d'avoir un homonyme qui écrit de la BD, et d'autres fois ça vous ennuie pas d'avoir un homonyme qui écrit sur Derrida. Mais vous voyez que je me suis assez bien accommodé jusqu'ici de cette diversité, que c'est peut-être ça qui m'a donné envie de continuer à travailler après pas mal d'années, c'est-à-dire que la fiction me repose du travail de réflexion et la réflexion me repose du travail de fiction qui est tout aussi exigeant. Voilà. Merci. Voilà. Eh ben, pour rebondir après ça, bon, beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de temps, voire même plus du tout, mais c'est pas grave. On a encore une vingtaine de minutes. Ah mais oui. Tout va bien. Et je peux répondre brièvement aussi. Tout va bien. On va peut-être revenir sur deux, trois petites choses qui sont pas forcément évidentes pour les gens qui connaîtraient pas bien votre œuvre. Si on reste sur le domaine de la bande dessinée, les cités obscures, peut-être qu'on peut préciser que, vous l'avez dit, mais c'est important vraiment de comprendre qu'il n'y a pas deux albums identiques, et que la volonté, effectivement, à l'époque, en tout cas, quand vous créez, quand vous avez l'imagination pour dire on va regrouper ça dans un monde un petit peu particulier, c'est de, en gros, jamais faire deux fois le même livre, à peu de choses près. C'est quelque chose de totalement inhabituel, bien évidemment. En règle générale, on a une série avec un personnage récurrent, plus ou moins, ou des lieux, peu importe, etc. Vous, au-delà du fait qu'il y a quasiment pas... Alors si, parfois, on peut trouver un personnage dans un volume, on le retrouve peut-être 10 ans après. Enfin, voilà, il y a parfois des similitudes comme ça. Mais l'espace, le lieu, enfin, le Moyen-Âge, enfin, voilà. C'est une liberté absolument incroyable et totalement unique dans la bande dessinée. Il n'y a pas deux univers comme ça dans la bande dessinée. Je sais pas. Je crois qu'on a bénéficié d'une période de grande ouverture de la bande dessinée, où beaucoup de choses devenaient tout à coup possibles. Et je crois que ceux qui, comme nous, avaient été nourris beaucoup de bandes dessinées pendant leur enfance et leur adolescence, arrivaient à l'âge adulte et étaient prêts à voir d'autres choses. Alors, François était nourri de peinture, d'architecture. Moi, de littérature, un petit peu de philosophie, et on a essayé de faire entrer ces préoccupations-là dans la bande dessinée. Et on a vraiment fait les albums qu'on avait envie de faire, quoi. Ça, c'est, je pense, la base. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit qu'est-ce que l'éditeur attend, qu'est-ce que le public attend. On s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on pourrait savoir faire, parce que c'est aussi ça, bricoler. Moi, je me disais au début, je suis peut-être un peu trop littéraire pour la BD. J'utilisais pas mal la voix narrative, etc. Bon, et puis, comme François avait un dessin qui tirait parfois vers l'illustration aussi, la combinaison marchait. On a eu la chance que notre travail corresponde très bien à la revue à suivre et aux éditions Casterman, qu'on soit dans la bonne période où il y avait beaucoup moins d'albums qu'aujourd'hui et que le public nous accompagne à travers des expériences différentes. Donc ça nous a encouragés. À partir du moment où La Fière du Bricande et La Tour avaient bien marché, notre éditeur nous faisait confiance, même quand on arrivait avec des projets bizarres. Alors de temps en temps, ils disaient qu'est-ce qu'ils ont encore inventé ces deux-là, mais en même temps, ça leur déplaisait pas. Donc voilà, on a pu développer nos envies. Quand je travaillais littérairement dans ma jeunesse, j'avais parfois un peu le sentiment d'écrire pour un petit public qui partageait les mêmes références que moi, d'écrire pour un petit monde assez... je vais presque dire un monde de professionnels d'une certaine façon. On dit parfois il y a des écrivains pour écrivains. Et avec la bande dessinée, en faisant, somme toute, un travail pas si différent, j'ai eu le sentiment aussi de m'ouvrir à un public plus large et de pouvoir être lu par des gens qui étaient des vraies lectrices et lecteurs et qui n'appartenaient pas au petit monde. Disons, voilà. Il n'empêche que parfois ça me plaît aussi de faire des livres plus
pointus, en sachant très bien qu'ils n'auront pas du tout la même répercussion. Ça ne m'ennuie pas. J'ai eu la chance de pouvoir vivre assez tôt de mon travail, et mon luxe a été de temps en temps de faire des livres dont je savais qu'ils ne me feraient pas vivre. Voilà, parce que je n'étais pas dans le cadre de l'université. Par exemple, des gens me disaient quand je faisais la biographie de Derrida, mais alors de quel centre de recherche êtes-vous? De quelle faculté êtes-vous? Je suis de chez moi, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, je ne peux me réclamer de rien. Alors après, j'ai eu des retours vers l'université, etc., même des belles propositions qui m'ont été faites récemment. Mais je n'ai rien cherché. Mes parents étaient très désolés au début de mon itinéraire. Ils disaient c'est un gâchis. Parce que voilà, mon père me voyait faire Sciences Po puis l'ENA. Il avait raté l'ENA d'une place. Alors, il avait raté à l'oral. Alors, il disait, mais comme toi, tu es très bon à l'oral, bon, voilà, j'aurais rattrapé, quoi, j'aurais corrigé. Mais je disais, non, mais ça m'intéresse pas. Peut-être que s'il avait moins insisté, ça m'aurait intéressé, je sais pas. Mais voilà, alors il disait, tu vas faire une carrière enfin, je sais pas, on disait pas de vagabond, mais enfin, voilà. Et c'est vrai que beaucoup d'auteurs et d'autrices souffrent. Hein. On a eu de la chance. Voilà, j'ai eu aussi la chance de cette amitié avec François, d'une série qui a été bien accueillie, d'une grande énergie. J'ai fait beaucoup de choses quand même, j'ai beaucoup travaillé. Mais d'autres qui étaient talentueux n'ont pas eu cette chance, et peut-être que voilà, on n'a jamais de modèle de ce point de vue-là. On ne peut pas dire à un enfant, mais oui, vas-y, tu dessines bien, mais vas-y, tu vas devenir Möbius. Non, ça peut ne pas marcher. Et en même temps, si la volonté de l'enfant ou de l'adolescent est assez forte et dit je veux faire de la danse, je veux faire de la musique, je veux faire je sais pas, de l'astronomie, allons au bout de ces passions. Enfin voilà. C'est bizarre, les choses, quand on porte un regard rétroactif dessus, tout a l'air logique et lisse, hein, d'une certaine façon. Et puis, quand on est en train de les faire, tout est beaucoup plus chaotique et bizarre. Et je me souviens qu'au début des Cités Obscures, j'ai aussi fait des travaux, des pièces radiophoniques, des choses comme ça, qui ont tout à fait disparu, qui n'ont pas eu d'écho, des articles dans des revues qui étaient éphémères. Et très bizarrement, ça disparaît de la mémoire. On finit par ne plus se souvenir qu'on avait fait ça. Le parcours n'était pas aussi linéaire que celui que je vous raconte. Vous avez montré tout à l'heure deux intégrales, enfin une intégrale, on va dire, des Cités Obscures. Comment vous avez pu réunir les Cités Obscures avec donc des grands formats, des petits, des minces, des machins? Comment vous avez réussi à faire une intégrale au format identique? Qui plus est, comme c'est pas chronologique, ni... Enfin, alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, on voyageait au Japon et des auteurs et des éditeurs nous disaient ah, « Votre travail est formidable, mais il est trop compliqué pour les Japonais. Ça n'intéressera que les artistes et les spécialistes. » Et puis à un moment, une jeune éditrice a dit non, ce travail pourrait tout à fait intéresser les Japonais, mais si on lui donne une forme différente des mangas. Et elle a proposé de faire une intégrale en 4 volumes. Le premier volume, qui était au format de l'intégrale française, mais avec une toute autre composition, le premier volume a obtenu, c'est pas très modeste, mais le Grand Prix Manga. Donc nous avons été les premiers auteurs occidentaux à recevoir, non pas le prix du meilleur album étranger, mais le Grand Prix Manga. Donc elle a pu développer la collection et éditer les 4 volumes. Et quand on les a vus, on s'est dit c'est quand même dommage que ça n'existe pas en français. Il ne s'agissait pas de faire la même chose, mais de se réapproprier l'idée. Et donc, évidemment, ça a supposé quelques adaptations pour certains livres. Et puis, c'était l'occasion de faire entrer des ouvrages à tirage limité, des choses disparues, etc. Et de présenter la série dans l'ordre de création. Donc, le seul ordre des 4 volumes, c'est l'ordre de création. Ça commence avec Et alors, on l'a comment dire, on a entrelacé des pages d'une sorte de guide des cités obscures, et donc qui font les raccords entre les villes et les albums. Voilà. Mais sinon, les cités obscures, ça, je crois que c'est très important de le dire. C'est une série qui est faite d'albums absolument indépendants, et chaque album peut être une porte d'entrée
peut aussi être une porte de sortie, mais chaque album peut être une porte d'entrée, c'est-à-dire si vous lisez L'Enfant penché, vous avez une histoire absolument complète et autosuffisante. Si vous lisez plus tard La théorie du grain de sable, vous retrouvez le personnage de Mary une vingtaine d'années plus tard. Celle qui était la jeune fille penchée est devenue une spécialiste des phénomènes paranormaux. Dans un cas, l'histoire de l'enfant penché va vous apparaître comme un flashback, et dans l'autre cas, si vous avez d'abord lu L'Enfant penché, vous avez l'impression d'avoir la suite de sa biographie. Mais si vous ne lisez qu'un des deux, ce n'est vraiment pas un problème. Donc ça, c'était une dimension très importante, que non seulement pour nous, chaque album soit une création originale, mais que le lecteur ne soit pas prisonnier d'un effet de série. Je ne vais pas citer de nom ou de titre, mais vous savez très bien qu'il y a un certain nombre d'albums de bande dessinée où si vous êtes tombé par hasard sur le tome 7, vous n'allez rien comprendre du tout. Donc il faut avoir lu les 6 suivants, et peut-être les 6 précédents, les 6 suivants, pour que l'histoire trouve une fin. Dans les albums que je lisais et que j'aimais étant enfant, les Spirou de Franquin, les albums de Jacobs ou d'Hergé, les albums étaient grosso modo indépendants. Si on prend même des albums doubles chez Hergé, comme Le secret de la licorne et Le trésor de Racame Rouge, ou Les 7 boules de cristal et Le temple du soleil, d'une certaine façon, vous avez quand même une histoire qui se tient en ne lisant qu'un des deux. Et donc ça, c'est quelque chose à quoi on a beaucoup tenu. Donc il y a un effet d'ensemble dans les cités obscures, mais en même temps le désir d'une autonomie très grande de chaque histoire. Et aujourd'hui, Le retour du capitaine Nemo, par exemple, est une histoire qui peut absolument être lue en dehors de toute autre connaissance de l'univers des cités obscures. Il n'y a absolument pas de... Bon, il y aura peut-être des petits plaisirs particuliers pour ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas verront les échos à Jules Verne, et ça peut très bien fonctionner comme ça. C'est une série, excuse-moi, c'est une série qui se commence dans les années 80, qui continue encore aujourd'hui. Vous avez un regard sur ce que vous avez fait dans ces années 80, ou même peut-être après, où vous dites, ah tiens, ça, aujourd'hui, je le ferai différemment, ou je le traiterai différemment, sans pour cela revenir sur cette œuvre, mais en vous disant, ah tiens, aujourd'hui, j'ai peut-être une autre connaissance, j'ai d'autres envies, d'autres... Il nous est arrivé de revenir sur certains albums, à l'occasion de rééditions, parfois pour des détails, parfois de façon un peu plus importante, comme L'ombre d'un homme, par exemple. Et il y a, oui, des choses que je ne ferai plus de la même façon, heureusement d'ailleurs, parce que on a quand même commencé cette série il y a plus de 40 ans, et le monde a changé, et nous avons changé, et donc... oui, il y a même des choses par rapport auxquelles je suis relativement critique. Je pense que, par exemple, les rapports hommes-femmes, je ne les traiterai plus à certains moments de la même façon. Mais bon, voilà, il faut accepter aussi que on avait probablement des qualités de jeunesse, dont certaines ne sont plus présentes de la même façon, et qu'on peut avoir des qualité de maturité, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est meilleur aujourd'hui. Donc le regard d'aujourd'hui vaut ce qu'il vaut, et je ne crois pas que je puisse profondément modifier les albums qui ont existé. C'était un peu une illusion. Il y a on sait que Paul Claudel, par exemple, à mesure que son catholicisme devenait envahissant, a réécrit certaines de ses pièces. Mais souvent, aujourd'hui, les metteurs en scène préfèrent monter la première version. Donc, il y a une énergie propre quand vous élaborez quelque chose, et croire qu'avec le regard du grand âge, de la maturité, de l'expérience, vous allez corriger, je pense que c'est prendre des risques. Et bon, pour ceux qui connaissent bien l'œuvre d'Hergé, Hergé a fait redessiner, par exemple, l'île Noire par ses studios, et beaucoup de passionnés d'Hergé, et moi le premier, préfèrent très nettement la version ancienne à la version moderne. Donc, voilà, c'est fragile. Ce qui est sûr, c'est qu'une série forme un ensemble, et donc d'une certaine façon presque un temps immobile, hein, et elle appartient comme ça à une espèce de sphère, et puis que nous sommes pris dans le temps, et pris dans notre propre temps de vie, de collaboration, d'amitié, mais aussi pris dans une époque qui n'est plus la même. Par exemple, au début des années 80, l'utopie moderniste avait encore une certaine présence. Aujourd'hui,
plus personne ne revendique, par exemple, l'urbanisme triomphant et rationnel de Le Corbusier. Plus personne ne voudrait construire une ville comme Brasilia. Donc, une certaine critique de l'utopie qui avait du sens dans les années 80, aujourd'hui est lue tout à fait différemment. Et il est certain que, par exemple, dans un livre comme La frontière invisible, tout ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin et le réveil des nationalismes, l'éclatement de la Yougoslavie, des choses comme ça, ont marqué notre travail. Donc, ce n'est pas un travail qui est détaché voilà. Et quand je parlais tout à l'heure de Ferenczi, c'était un auteur auquel je m'intéressais depuis très longtemps, mais évidemment, les thématiques ferenciennes sont devenues tout d'un coup des thématiques beaucoup plus contemporaines. Ce n'est plus seulement de l'histoire de la psychanalyse. C'est important pour vous le regard sur l'actualité, parce que bon, vous êtes un auteur important depuis longtemps. Vous dites qu'effectivement, cet art de la bande dessinée vous a permis de vivre et d'avoir la liberté de créer comme vous le sentez. Mais par exemple, on sent que quand on s'intéresse un petit peu à tout ce que vous faites, on sent que vous n'êtes jamais très loin de l'actualité, ni même de l'actualité de votre métier. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur les états généraux de la bande dessinée, par exemple, qui est quelque chose de très important pour la bande dessinée et dont vous êtes un des instigateurs, peut-être pas mais un des instigateurs en tout cas, qui permet de bien comprendre que vous n'êtes pas déconnecté de la réalité du métier, déconnecté des autrices, des auteurs, de la réalité de ce métier. J'ai peu à peu développé, à côté de mon travail de scénariste, une position un peu d'observateur de ce monde, observateur-acteur. Par exemple, chez Casterman, où j'ai été, et je suis encore conseiller éditorial, j'ai créé la collection écriture à un moment où le roman graphique commençait à s'imposer. Je regrettais qu'une maison comme Casterman, qui avait démarré le roman en bande dessinée, ne poursuive pas dans cette voie. C'est dans cette collection que sont arrivés les livres les plus importants de Jiro Taniguchi. J'ai été à un moment l'éditeur ou l'interlocuteur de Art Spiegelman pour certains des livres qui ont été publiés. Et donc, je me suis intéressé à d'autres bandes dessinées que celles avec lesquelles j'avais grandi, et j'ai observé un petit peu l'évolution de ce monde. Peut-être parce que je n'écrivais pas énormément de scénarios, donc j'avais un petit peu de recul. J'étais ami avec un grand nombre de dessinateurs et dessinatrices. J'ai vu, par exemple, la féminisation de la bande dessinée, qui est un des phénomènes majeurs des 25-30 dernières années. Et il faut se représenter ce qu'était le destin des autrices les premières années. C'était épouvantable. Vous aviez très peu de femmes, souvent maltraités, moins bien payés. Totalement invisibilisés. Invisibilisés, à part Bretéché, mais sinon, c'était vraiment difficile. Bon, et puis on a vu arriver une nouvelle génération avec les écoles. Bon, c'est vraiment un phénomène qui m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai vu, parallèlement à ces ouvertures de la bande dessinée, à ces transformations de son paysage, j'ai vu la fragilisation des auteurs, avec la disparition des revues, la multiplication des albums, des déceptions assez nombreuses, des carrières difficiles de gens talentueux, et effectivement, avec des gens comme Valérie Mangin et Denis Bajram, on a lancé les états généraux de la bande dessinée il y a quelques années maintenant, qui ont fait une sorte de photographie de la profession. On a demandé des réponses de professionnels. C'est une enquête qu'on a faite avec très très peu de moyens. À l'époque, le ministère de la Culture avait lancé une étude sur les auteurs avec des moyens énormes, des enveloppes en tête. On aurait cru que c'était des lettres des impôts. Personne ne répondait. Et nous, on a fait notre enquête essentiellement via Internet. Et en un mois et demi, on a eu 3000 réponses pour une population qu'on pouvait estimer à peu près à 4000. Enfin, complètement hallucinant. Et donc là, les gens parlaient vraiment ils se situaient dans leur entrée dans le métier, le nombre d'albums, leur revenu, leur situation sociale, etc. Bon, cette enquête fait encore référence aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la situation a été modifiée. Mais au moins, par exemple, on a pris conscience qu'il existait une profession, qu'elle avait des spécificités, parce que quand j'allais au ministère de la Culture plaider la cause, on me disait, mais enfin, tous les artistes doivent avoir un second métier.
Et je dis, vous savez, en bande dessinée, ça marche pas, c'est un artisanat, il y a un certain rythme de production, etc. Bon. Et donc, malheureusement, avec Denis, Samantha Bailly, une autrice jeunesse qui a été très importante et très combative, on voyait se succéder les ministres de la Culture, mais alors c'était vraiment un casting, quoi. On en a vu 6, je crois. Alors, à chaque fois, on redémarrait. Alors, premier rendez-vous, il savait rien. Et puis, deuxième ou troisième rendez-vous qu'on arrivait à obtenir, il disait, ah oui, c'est un problème quand même intéressant, je vais m'en occuper. Hop, changement de ministre. Alors, il recommençait comme ça. Et puis, bon, on a eu un petit peu plus courageux qui a commandé ce qu'on a appelé le rapport Racine sur la situation des auteurs de l'écrit, pas seulement de BD, hein, on a élargi. Et à cette époque-là, on avait fondé la Ligue des auteurs professionnels, qui existe toujours. Et le rapport Racine a vraiment donné l'occasion d'écouter énormément de gens et a proposé des solutions assez remarquables, tellement remarquables qu'il a été très rapidement enterré. Mais enfin, vous savez qu'il y a aussi eu des grands rapports sur l'écologie, la démocratie, tout ça. C'est déjà les banlieues. Enfin, généralement, quand un rapport dit des choses vraiment assez fortes, on l'enterre. Et ce qui est triste, c'est que ça demande beaucoup d'énergie pour les militants qui s'en occupent, puisque c'est généralement des auteurs qui font ça en dehors de leur temps de travail, ou des citoyens qui sont convoqués pour tel ou tel truc. Et puis, ça crée un moment de découragement, évidemment, parce que si vous battez, que vous avez l'impression d'être tout près du but, évidemment, on n'était pas assez naïf pour croire que la situation des auteurs allait devenir enchantée après le rapport Racine, mais que des améliorations concrètes allaient pouvoir être faites, dont certaines étaient de bon sens. Et quand vous voyez que c'est enterré, il faut attendre une nouvelle génération qui aura une nouvelle énergie pour repartir au combat. J'ai vu plusieurs moi-même, je me suis mis un petit peu en recul, Denis Bajram aussi, Samantha Bailly, enfin bon, qui en plus avait été vraiment victime d'attaques personnelles incroyables. Qu'est-ce que c'était que cette jeune femme qui venait dire aux éditeurs qu'il fallait revoir le rapport de force entre auteurs. Mais enfin, on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer maintenant. Et puis, c'est pas... c'était incroyable. Voilà. Mais on ne regrette pas pour autant d'avoir mené ce combat. Et puis c'était petite chose, évidemment, à l'intérieur de tant de sujets d'indignation qu'on peut avoir, mais... je regarde de Michel Foucault l'idée de l'intellectuel spécifique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas intervenir sur tout. Il ne faut pas intervenir tout le temps. Il faut avoir une connaissance du sujet. On peut faire sienne l'une ou l'autre cause, mais il faut la travailler. Je n'ai pas d'opinion éclairée à donner sur le conflit israélo-palestinien. Je le vis dans la douleur comme chacun de vous. Mais je pense que c'est quelquefois indécent de voir des gens qui, parce qu'ils sont artistes, comédiens, ou je ne sais quoi, donner un avis qui ne vaut pas plus que celui de tout un chacun. Il faut travailler un sujet, et quand on travaille un sujet, s'y attacher longuement. La beauté du... on dérive un peu à part par la BD. La beauté du combat de Zola à l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est d'avoir épousé ce combat, d'avoir presque suspendu toutes ses autres activités, d'avoir affronté des risques immenses. Et on sait aujourd'hui finalement qu'il en est mort, qu'il est mort empoisonné des années plus tard. Mais ça c'est extraordinaire. Mais sinon, signer des manifestes tous les 15 jours, je pense ou des tribunes, ça ne correspond pas à grand-chose. Et l'artiste ou l'intellectuel ou le philosophe, parfois certains mériteraient des guillemets, propose parfois des banalités ou même rallie les camps les plus tristes. Les passions tristes dont parlait Spinoza. Ça c'est important. Donc, je veux dire, le dossier des auteurs, je l'ai vraiment travaillé. Oui. J'ai vraiment travaillé, je m'y suis vraiment attaché. C'est pas le plus grand combat du monde, mais c'était un combat qu'à ce moment-là, on était quelques-uns à pouvoir mener. Et d'ailleurs, ce qui était toujours extraordinaire, c'est quand on rencontrait des cabinets, etc., de voir que la compétence technique était de notre côté. Ce qui vexait beaucoup. Parce qu'ils n'avaient pas travaillé, parce que les gens passent trop vite, parce que c'est pas des causes prioritaires, parce que c'est pas les auteurs de bande dessinée qui vont descendre dans la rue ou justifier une élection, etc. Donc on ne pesait pas grand chose. Mais à un moment, on a montré que, par exemple, sur les questions du livre, c'était pas seulement à la porte du syndicat des éditeurs qu'il fallait aller frapper.
ce qui était le réflexe depuis longtemps, parce que le syndicat des éditeurs était construit, c'était un interlocuteur valable, de poids, et que les auteurs, c'était, je ne sais pas moi, la bohème. Voilà, des gens sympathiques, mais vraiment l'amour et l'eau fraîche, surtout l'eau fraîche, c'était vraiment la conception politique qu'on avait dans des instances officielles. Alors, régionalement, il y a des choses qui bougent. Je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, vous faites plus de choses, mais et il y a des initiatives locales dans des villes. Mais alors là, ça dépend du bon vouloir de la région. C'est-à-dire que vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, vous allez pouvoir avoir la chance de développer un beau festival. Et si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, on vous coupera les crédits pour le même projet. Donc, alors que s'il y a une volonté insufflée par l'État, ça peut quand même garantir une action un petit peu plus longue. Enfin,